Allez, mes chers collègues, je propose de reprendre nos travaux pour cette conférence plénière dont le titre « Les collectivités territoriales dans le nouvel ordre mondial » où tout à l'heure Audrey Pulvar a dit au fond, trouvez ça très juste, peut-être dans le grand désordre mondial. Voilà, parce que en saluant Monsieur Badi, c'est vrai que depuis ce matin, la crise à Hormuz semble reprendre, que la question de l'Ukraine reprend également. Enfin voilà, on est tous voit l'ensemble de cette actualité où le droit international est bafoué, où une nouvelle géopolitique se dessine. Et donc, il était très important de tenir ce temps, et je veux remercier chacun des intervenants. Emilia Saez de CGLU, avec laquelle j'ai eu, avec Antoine, notre collègue de Nancy, un entretien. Voilà, saluer Anne-Cécile Robert, qui est écrivaine et directrice adjointe du Monde diplomatique, Bertrand Badi, qui est professeur enseignant-chercheur au CERI et à Sciences Po, je peux m'autoriser, et auteur de nombreux ouvrages. Et David Béchard va nous rejoindre, il a un petit peu de retard, et c'est Dorothée Schmitt de l'IFRI qui va animer ce débat. Moi, je vais aller me mettre au premier rang, écouter patiemment. Mais moi, je voudrais juste dire quelques mots. Nouvel ordre mondial ou vers un nouveau désordre. Les collectivités territoriales, que ce soit... Et ici, vous avez des élus de communes, de départements, de régions. Vous avez évidemment nos hôtes qui sont élus de Guinée, du Togo, qui est le pays invité. Beaucoup d'acteurs aussi qui travaillent avec Cité Unie France. Nous défendons la coopération décentralisée parce que nous essayons de promouvoir auprès de nos administrés la culture de la paix, ou essayer de cultiver l'art de préserver la paix et de faire la paix. Et donc, c'est ce dialogue que nous menons au quotidien auprès de nos administrés, nos concitoyens, parce que, évidemment, même s'ils sont dans leurs préoccupations du quotidien, les échos du monde, les turbulences du monde les atteignent eux-mêmes. Et donc, nous questionnent d'ailleurs parfois sur ces enjeux-là. Et donc, il nous semblait très important de pouvoir, dans le cadre de ces RAICT, eh bien de pouvoir écouter vos points de vue, écouter vos analyses. Et j'oserais le dire, enfin non, j'oserais pas le dire, je vais le dire, vos compétences, parce que parfois, à la télévision, sur les chaînes d'information continue, on se demande comment certains font pour livrer en temps réel, sans recul nécessaire, une analyse. Et souvent, il vaut mieux aller dans un vrai comptoir pour avoir un échange de meilleure qualité que regarder... ouais, voilà, merci. Voilà, donc vous avez 2 heures, et pour nous, c'est très important, et vraiment, merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Allez. Alors, formidable, ça marche tout de suite. Merci à tous d'être si nombreux pour cette plénière où on va parler du climat des relations internationales dans lequel vous situez votre action en tant que représentant, collaborateur de collectivités territoriales. Je me demandais quelle était un peu la vocation de cette table ronde, c'est de vous éclairer, de vous donner un peu un panel donc, de cet état du monde dans lequel vous intervenez, mais finalement, peut-être qu'aussi, la vocation de cette table ronde, ça pourrait être de vous rassurer, puisque on a choisi comme sujet principal la question de la paix, peut-être la disparition de la paix de l'agenda international, une grande préoccupation de toutes les personnes présentes aujourd'hui autour de cette table, y compris du représentant du ministère des Affaires étrangères qui va arriver dans quelques instants. Est-ce qu'il est possible de vous rassurer, en tout cas, peut-être de vous aider à structurer une réflexion, ce qui est quand même le début d'une réassurance, de vous donner des jalons intellectuels, des jalons moraux peut-être aussi, quelques jalons historiques. On a ici 2 chercheurs ainsi qu'une responsable
C'est une organisation multilatérale de collectivités territoriales que vous connaissez bien, Emilia Sainz, et puis un représentant du ministère des Affaires étrangères tout à l'heure qui nous livrera les réflexions du Quai d'Orsay en tant que représentant du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, les réflexions qui sont menées par la diplomatie française pour faire face aux difficultés aujourd'hui, au trou d'air international dans lequel nous sommes. On va structurer cette conversation autour de 3 questions. La première question, c'est de se demander comment est-ce que vous réagissez face à ce que j'appelais cette sorte de disparition de la paix de l'agenda international et le retour de la guerre. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'inéluctable? Est-ce que l'un et l'autre vont forcément ensemble? Est-ce que l'un domine l'autre? La deuxième question, c'est celle du rôle et de la place de la diplomatie face à ça. Est-ce que la diplomatie peut encore empêcher les guerres? Est-ce qu'elle peut négocier la paix? Est-ce qu'elle sert à autre chose? Est-ce qu'elle défend des intérêts qui sont des intérêts beaucoup moins collectifs peut-être? Et puis la troisième question, ça sera plus précisément le rôle des collectivités territoriales comme nouvel acteur de ces relations internationales au milieu de tas d'autres acteurs nouveaux qui jouent leur partition aux côtés de l'État, avec l'État, parfois en coopération avec l'État, parfois en compétition avec l'État, et d'essayer de comprendre comment est-ce que, et Emilia Sainz devrait nous aider à ça, quel est l'agenda d'insertion des collectivités territoriales dans ce contexte. Chacun va donc réagir d'abord en 5 minutes environ à ces différentes questions. Et on va demander à Bertrand Badi de s'exprimer en premier. Il a été très sollicité dans son arrivée jusqu'à cette estrade. Donc on sent qu'il a beaucoup d'admirateurs dans cette salle. Le titre du dernier livre de Bertrand Badi, Par-delà la puissance et la guerre, je lui ai remarqué que la paix a disparu du titre, mais il me dit mais on est justement en train de rechercher la paix par-delà la puissance. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire en introduction, Bertrand? Merci beaucoup, chère Dorothée. Alors pardonnez-moi, mais je vais vous contredire. Mais ça commence bien. C'est fait pour ça. Je ne pense pas du tout qu'il y ait un retour de la guerre. Ça, c'est ce qu'on entend sur les chaînes de désinformation continue. Et je crois, au contraire, et ce n'est pas pour vous priver de votre lexomile vespérale, je crois que le temps de la paix est arrivé. Et je vais m'en expliquer. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais je vais le faire. La paix n'existait pas dans le vocabulaire politique, en tous les cas du monde euro-américain. La paix, depuis la Renaissance, c'est la non-guerre. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué qu'on nous parle toujours de l'avant-guerre, de l'après-guerre, de l'entre-deux-guerres? Est-ce que vous avez jamais entendu dans notre rhétorique continentale que l'on parle de l'avant-paix, de l'après-paix ou de l'entre-deux-paix? C'est presque même grossier de parler de l'entre-deux-paix. Et donc, ça prouve que dans notre histoire moderne, celle qui est née à la Renaissance en Europe, c'est la guerre le pivot des relations internationales. Le fondateur de la pensée politique moderne, l'anglais Thomas Hobbes, nous disait que les États sont entre eux comme des gladiateurs. Pourquoi? Parce que l'État s'est construit sur le principe de souveraineté, et le principe de souveraineté entraîne le principe de compétition, et le principe de compétition, quand vous êtes souverain, c'est qu'il n'est réglé par personne, pas même par un arbitre ouzbek, et donc on est dans une situation où la guerre devient fonctionnelle. Et d'ailleurs, la guerre a énormément apporté à l'État. C'est grâce à la guerre que l'État a pu lever l'impôt, c'est grâce à la guerre que l'État a pu se doter d'une bureaucratie, c'est grâce à la guerre que l'État a pu se doter d'une armée permanente, véritable socle de pouvoir, c'est grâce à la guerre que l'État a pu mobiliser et contrôler ses citoyens. Et lorsque je disais tout ça, je le dis à mes amis guinéens, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, une fois, une conférence à Conakry, un jeune étudiant s'est levé qui a dit « Mais écoutez, monsieur, chez nous, les Peuls, la paix, ce n'est pas la non-guerre, c'est la santé sociale du groupe. » Et j'ai adoré cette définition, qui nous fait toucher du doigt que finalement, le fait que finalement, dans notre histoire euro-américaine, nous avons atteint une sorte d'impasse dont nous devons sortir. C'est-à-dire que Raymond Aron nous disait « Les relations internationales, c'est l'affaire du diplomate et du soldat. » Non.
Si on repart d'une définition plus généreuse de la paix, c'est l'affaire de tout le monde. Et l'État s'en trouve dépossédé, d'où l'importance pour les collectivités locales de jouer leur rôle de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette paix? C'est deux choses. La première, c'est le constat, et c'est pour ça que je dis que notre époque est propice, que la guerre, aujourd'hui, ne sert plus à rien. Autrefois, ça fait mal de le dire, la guerre était fonctionnelle. La guerre permettait aux vainqueurs de gagner un certain nombre d'avantages, de renforcer sa puissance, de renforcer son territoire, de se construire comme hégémone. Avez-vous remarqué aujourd'hui que les guerres ne se gagnent plus? Ou quand elles se gagnent, elles sont gagnées par le plus faible, comme dans les guerres de décolonisation. Avez-vous remarqué que les guerres n'ont jamais été aussi nombreuses, 500 depuis 1945, jamais été aussi coûteuses, guerre d'Irak plus guerre d'Afghanistan, 21 000 milliards de dollars pour les États-Unis, et jamais elles n'ont été aussi inefficaces. Avez-vous remarqué que depuis 1945, il n'y a plus de traité de paix? Avez-vous remarqué que depuis 1945, il n'y a plus de modification territoriale à l'issue des guerres? Avez-vous remarqué que depuis 1945, il n'y a plus de construction d'un ordre plus favorable à celui qui a gagné, tout simplement parce que personne n'a gagné? Ce qui veut dire que peu à peu, même les esprits les plus faibles, et je pense au président d'un État transatlantique, finissent par découvrir que finalement la guerre est plus coûteuse que véritablement rémunératrice. Et c'est la raison pour laquelle se dessine en filigrane une nouvelle approche de la paix positive. Et cette nouvelle approche, je l'ai empruntée à un collègue que vous pourriez inviter un jour et qui s'appelle Aristote. Et il est là, il aurait besoin d'un taxi, lui, mais de toute façon, il est là. Et Aristote nous disait, la vraie paix, c'est la coexistence. Pas la coexistence au sens coexistence pacifique, au sens de coexistence active. C'est-à-dire une coexistence dans laquelle on s'enrichit de l'autre, où effectivement l'autre n'est plus perçu comme une menace, comme chez Hobbes, mais au contraire comme une source d'enrichissement. Et se dessine ainsi cette paix positive, qui est une paix globale, qui est une paix humaine, qui est une paix qui prend en charge non seulement les cessez-le-feu, qui sont un tout petit bout de la paix, mais les grands défis globaux, la sécurité alimentaire. N'oubliez pas qu'il y a 10 millions d'humains qui meurent chaque année de faim. La sécurité sanitaire, la sécurité climatique, etc. C'est-à-dire construire l'espace de coexistence. Ça, c'était dans la tête de personne, ou pratiquement personne, jusqu'à il y a peu de temps. Hier encore, je faisais une petite conférence dans ce merveilleux musée Albert Kahn, tout près d'ici, dans une commune toute voisine. Et Albert Kahn avait, à la fin du XIXe siècle, une vision très intellectualiste de la paix. C'était magnifique, c'est un grand monsieur. Mais maintenant, on a dépassé la vision intellectualiste de la paix pour en voir une vision réelle. La réalité sociale, c'est l'humanité souffrante. La paix, c'est, comme le dit formidablement le programme des Nations Unies pour le développement, c'est libérer les humains de la peur. Free from fear. Quand on le dit en anglais, ça fait tout de suite plus sérieux. Et donc, voilà ce qu'est la paix, cette paix positive. On n'en a jamais été aussi près. Et jamais la responsabilité sociale de chacune et chacun d'entre nous pour construire la paix n'a été aussi marquée. J'ai un peu l'impression d'arbitrer une battle d'impro. Une battle d'impro au théâtre. C'est bien parti, je pense que le débat est bien parti. Donc paix positive, paix positiviste, comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut des militants de la paix ou est-ce qu'elle va arriver toute seule? Donc Emilia, quel est le rôle des collectivités? Je sais que vous travaillez sur cette thématique de la paix par le local et sur le multilatéralisme des collectivités. Pour vous, quels sont les moyens de faire advenir la paix? En anglais. I know you're going to speak English. Permettez-moi
de m'exprimer en anglais parce que Bertrand a fait quelque chose de merveilleux. Je ne peux pas préciser mon propos si je le fais en français. How wonderful. Thank you so much for bringing that kind of hope. I don't think that it is an individual duty to be the builders of peace. It is a collective duty. And if it is a collective duty, it needs to become a public duty. And if it is public, you need the spheres of government that are behind this. And this is why I am convinced that the movement that was built 100 years ago, over 100 years ago, by Henri Lafontaine, is the answer to this. He thought that bringing local governments together was what was going to free us from the First Great War. And he created the first conference of local and regional governments in Ghent. That's the first conference of my organization, of United Cities and Local Governments, of your organization. It was based on the conviction that local and regional governments had a role to play because sovereignty was not playing a role in the day-to-day work of that sphere of government. Because providing concrete public services, providing justice, providing education, providing access to public services, that is what could work on justice, that is what could transform the world. And so I am still convinced that that is part of the work that we need to do, and is part of what we are forgetting right now. The international debates that we are having are not thinking enough of the kind of local public services that will transform the lives of people every day. The wars that are taking place right now are not taking into account the rights of people, their capacity to dream, to have expectations, to want to have a better future. They are solely based on the abstract notion of accumulating power, and as you have just said, we need to know that nowadays accumulating power might not have the outcome that we think it can have. Because borders are no longer as relevant in terms of providing us resources to change the world, because our common goods like water are not something that will listen to those borders and need to become a collective effort. And so the role that we need to play, that you elected officials at local level need to play to construct the kind of tapestry that is going to keep us together, that is going to allow us to not only enjoy our rights, but define how those rights are going to be, that is going to be local or it will not be. And local is not only elected officials, but it is the big tapestry with all actors. That is the kind of multilateralism that we are also asking in United Cities and local governments. You had a very interesting question for the panel today, which was, do you think diplomacy is going to be solving wars? It has never solved wars, diplomacy, never, ever. And that is also why the kind of city diplomacy that we defend is transformative diplomacy. It's about shifting the paradigm, shifting the type of priorities, and building relationships that transforms the way that we are related to each other, that transform the type of societies that we want to live in, that redefine values and redefine future. I am convinced that that is possible, but it's not going to be an individual task. We will not be able to do it that way. So I think we do need networks of local and regional governments, some kind of a sphere of government that holds stakeholders at local level together to overcome some of the pressures of the bigger interests that are vested in national interests. If something has changed over the past 10 or 20 years, maybe 2 decades probably, is that we have not been able to escape the bigger policy debates and make them about a specific access to rights.
We have had a lot of big discussions on abstract values, but we have accepted inequality as a given, as a critical infrastructure for growth. Changing the pattern in the way that we measure growth and prosperity, and changing the pattern in which we define development is going to be critical for the type of permanent or more long-lasting peace that the professor was describing. And I think we can do it. I am also hopeful. It will take a different role for local and regional governments also in the multilateral architecture that we know right now. That will need to change. I leave it here for now. Thank you. Thanks a lot. Thank you a lot, Emilia. We have to keep contents for the next round. Si je vous entends tous les deux, on a une paix sociale au moment qui est finalement un État de long terme et des moments d'irritation des États en tant qu'institution qui provoquent des guerres, des princes, oui, des gouvernants, des régimes peut-être, qui provoquent des guerres. Anne-Cécile Robert, vous êtes une spécialiste de droit international. Est-ce que vous avez une préoccupation particulière sur la façon dont les États aujourd'hui envisagent la régulation de leurs relations à travers le droit international? Est-ce que pour vous, ça, c'est vraiment la déconstruction du droit international et quelque chose qui amène presque inévitablement à plus d'irritation, plus d'incidents entre les États et plus de guerres? Merci beaucoup. Vaste question. Ce que nous observons, et qui est, à mon avis, le plus préoccupant, c'est l'effondrement du cadre normatif, mais aussi moral, qu'on avait essayé de construire en 1945, qui n'était pas parfait, mais qui, parce qu'on était en 1945 et qu'on sortait d'une guerre qui avait fait 70 millions de morts, qui avait ravagé des continents entiers, qui avait suscité des crimes tellement ignobles et inouïs qu'on avait dû inventer des mots pour les désigner. Quand on disait on va rebâtir l'ordre international et on va essayer de mettre un terme aux guerres, on savait de quoi on parlait et on était un peu sérieux. Et donc, en 1945, dans la charte de l'ONU, on a posé le principe que la guerre est illégale. La guerre, c'est pas bien. Alors, sans être naïf, parce que dit comme ça, ça pourrait être presque drôle, mais c'était simplement une référence, une norme. On savait très bien qu'on n'allait pas éradiquer la guerre. D'ailleurs, il y a eu plein de guerres depuis 1945. Mais on voulait installer l'idée que le point de repère, c'est que la guerre, c'est pas bien, que le régime normal qu'on souhaite, c'est la paix. Donc à partir de là, comme vous le savez, toute la charte de l'ONU bâtit un système. Vous n'avez pas le droit de faire la guerre. Toutes les guerres sont illégales, sauf dans 2 cas. Si vous êtes en état de légitime défense, ce qui est le cas par exemple de l'Ukraine, ou si le Conseil de sécurité de l'ONU, au nom de la sécurité collective, vous autorise à faire la guerre pour rétablir l'ordre, si vous voulez. C'est ce qui s'était passé en 1990, quand l'Irak avait annexé le Koweït. Après un certain nombre de démarches, le Conseil de sécurité a estimé qu'il n'y avait pas d'autre moyen que la force pour libérer le Koweït, et donc il y a eu une autorisation. Mais en dehors de ces 2 cas, vous n'avez pas le droit de faire la guerre. Et ce qui est intéressant, par rapport aussi à ce que disait Bertrand Badi, c'est que la charte de l'ONU ne s'est pas contentée de poser ces règles. Elle a dit on va essayer de prévenir l'arrivée des guerres en organisant la coopération internationale. Donc, parmi toutes les missions de l'ONU, il y a organisé la coopération internationale dans tous les domaines. Les droits de l'homme, le social, la culture, l'éducation, la santé, la science, pour rapprocher les sociétés, les dirigeants, et désamorcer ce qui crée l'envie de faire la guerre. Alors, ce qui a... Paty, on n'a pas le temps de développer, peut-être qu'après on pourra le faire. Dès le départ, à mon avis, c'est que les questions économiques et sociales ont été volées à l'ONU
puisque c'est les institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont le monopole des questions économiques et sociales. L'ONU a essayé de prendre la main, mais elle n'a pas réussi. Et ça, c'est un vrai souci, parce qu'on sait très bien que souvent les guerres viennent pour des raisons économiques et sociales. Parce qu'il y a des conflits pour les ressources, parce qu'il y a des guerres pour le pétrole, etc. Et ça échappe en grande partie à l'ONU. Donc il y avait ce cadre de coopération internationale qui reposait sur cette idée, la valeur importante, c'est la paix. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que non seulement on recourt à la guerre, mais ça on le faisait avant, mais c'est qu'on explique que c'est bien, que c'est normal. Et on ne prend quasiment plus de précautions. Les guerres d'avant, si vous vous souvenez, la guerre du Vietnam, par exemple, les Américains avaient dit mais on a le droit de le faire parce qu'on a été appelés par les Vietnamiens. Donc on trouvait toujours des prétextes. Quand il y a la crise des missiles de Cuba, on fait un blocus, mais comme le blocus est interdit, on appelle ça une quarantaine. Donc on essayait quand même de maintenir les formes. Là, on fait dire à la légitime défense absolument n'importe quoi. Il y a des colloques entiers de juristes qui se battent pour essayer d'imposer des conceptions de plus en plus extensives de la légitime défense. On le voit au Proche-Orient. Maintenant, parce que la légitime défense, normalement, c'est quand vous êtes attaqué, vous vous défendez. Mais maintenant, c'est parce que vous pensez que peut-être un jour, quelqu'un va vous attaquer, que là, vous estimez que vous avez le droit de déployer tout le feu. Et ça, c'est la porte ouverte à tous les excès, par ailleurs, entre les mains des États les plus puissants, parce que ce n'est pas un État faible qui va recourir à ça. Donc il y a une relégitimation morale de la guerre, qui est la porte ouverte à tous les excès, et qui s'accompagne sur les fameux plateaux de télévision dont on a commencé à dire tout le bien qu'on pouvait, de discours absolument stupéfiants de mon point de vue, de gens qui ont été ministres, j'hésite à balancer des noms, mais qui nous expliquent que raser une ville, comme le fait par exemple l'État d'Israël à Gaza, ou comme l'Iran peut le faire en bombardant des pays du Golfe, ou tout ça c'est normal parce qu'on l'a bien fait à Tokyo en 1945, on l'a bien fait à Dresde en 1945. Or, ce qu'on a fait à Tokyo et à Dresde, c'était des crimes de guerre, c'était illégal. Et c'est bien pour ça qu'on a rebâti le droit international humanitaire en 1948, c'est pour ne pas refaire Dresde et Tokyo. Vous vous souvenez, ces bombes incendiaires, on a tué des dizaines de milliers de civils pour en finir plus vite avec la guerre, les Américains couronnant le tout par 2 bombes atomiques sur des populations civiles. Et on entend des gens aujourd'hui qui sont supposés être les gardiens. Sur ça, Trump, c'est un problème, mais à la limite, on s'attend à tout de ce genre de personnage, mais que des gens qui ont été ministres de la République française, parfois même des anciens premiers ministres, nous expliquent que le monde est au carnivore et que, au fond, que raser une ville avec des femmes et des enfants en dessous, ça peut être un objectif légitime, ça s'appelle un effondrement moral. Ça s'appelle un effondrement moral. Et notre rôle à nous, c'est ce que je partage le volontarisme des 2 prédécesseurs, c'est de répondre à cette bataille. Parce que c'est une bataille. C'est, j'allais dire une guerre, mais non. Il y a des gens qui ont déclaré leur haine de la paix et leur volonté, pour des raisons de puissance, de compétition, d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables, y compris les moyens militaires. Et il faut donc leur répondre en leur rappelant qu'une guerre, même quand on la peine humanitaire, même quand on la pare de toutes les vertus, c'est quand même une guerre avec des villes en dessous, des femmes et des enfants. Ça, c'est une bataille politique, c'est une bataille morale, c'est une bataille sociale qui doit se mener à tous les niveaux. Merci beaucoup Anne-Cécile. La parole va être donnée maintenant au représentant du ministère des Affaires étrangères. David, comment est-ce que ces questions de alternance entre paix et guerre se placent dans vos réflexions aujourd'hui sur l'ordre du monde, les réflexions que vous menez au CAPS pour éclairer la diplomatie française? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon retard et je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je suis le directeur adjoint du CAPS, Centre d'analyse de prévision et de stratégie, qui, au sein du ministère des Affaires étrangères, essaye de
décrypter les évolutions du contexte international et de proposer des recommandations pour nos autorités qui puissent potentiellement apporter des angles nouveaux à l'analyse. Mais sur la description du contexte et la place de la guerre et de la paix, je voudrais revenir d'abord sur ce qui a été dit par Anne-Cécile Robert sur la désintégration brutale de l'ordre international post-45, qui pour nous tient à 3 phénomènes qui sont d'abord l'accroissement de la compétition et le durcissement de la compétition entre grandes puissances et l'émergence d'un duopole entre la Chine et les États-Unis. Et là, en termes d'anticipation, vous pouvez avoir différents scénarios. Un scénario qu'on appelle de G2, c'est-à-dire de ces 2 grandes puissances qui s'accommoderaient et formeraient une sorte de directoire. Un scénario G0, où quelque part il y aurait une forme de multipolarité et où il y aurait un rééquilibrage qui se ferait par l'œuvre aussi d'un certain nombre d'autres puissances qui, par leur multi-alignement ou leur agilité, arriveraient à rééquilibrer l'ensemble, et un scénario, on va dire, de G contre G, c'est-à-dire où ces 2 grandes puissances arriveraient à une montée des tensions qui pourrait conduire à un affrontement. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène de désinhibition de l'usage de la force et une remise en cause des alliances, et c'est ça qui est vraiment caractéristique surtout des derniers mois, c'est la manière dont les grandes puissances ont cessé de s'appuyer sur un socle d'alliés traditionnels et ont souhaité quelque part mener leur propre politique d'intérêts nationaux en se reposant moins sur ce qui ont constitué les alliances jusqu'ici. Et donc, on a un phénomène de reconfiguration des alliances qui concerne au premier chef, évidemment, l'Europe. Et le troisième phénomène dont on a parlé, c'est ce phénomène de fragilisation des institutions internationales et de non-respect du droit international et des principes qui le fondent. Et donc, tout cela a des conséquences concrètes et immédiates pour nous, parce que le monde se réorganise actuellement en sphères d'influence. Ces sphères d'influence permettent d'une part à la Russie de continuer d'essayer de poursuivre des objectifs maximalistes dans sa guerre d'agression en Ukraine. Cela permet à la Chine, en réponse aussi aux politiques conduites par les États-Unis, d'avoir une assertivité de plus en plus grande et de développer ses propres mécanismes de coercition. Et ça permet donc aux États-Unis, dans son environnement immédiat, d'abord, agir en dehors du cadre du droit international parfois et d'avoir des prétentions sur différents territoires. On l'a vu encore avec les déclarations du président Trump sur le Groenland. Donc, pour rester sur les États-Unis, ça s'accompagne également d'une fragilisation des garanties de sécurité américaines qui étaient au fondement des sources de la sécurité européenne et de phénomènes d'arsenalisation des interdépendances, c'est-à-dire la manière dont ces grandes puissances vont utiliser leurs relations économiques, leurs relations stratégiques avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir l'utiliser comme levier et pour pouvoir poursuivre leurs intérêts propres. Sachant que cette arsenalisation des dépendances, elle peut se faire du fort au faible, lorsqu'on parle de coercition américaine ou de coercition chinoise, mais elle peut se faire aussi du faible au fort. Et ça, c'est ce que l'on observe, évidemment, actuellement dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran arrive à utiliser des leviers qui jouent sur nos interdépendances et qui jouent sur nos chaînes d'approvisionnement. Et tout cela, à tout cela s'ajoutent des contraintes extérieures qui sont exacerbées. La première, ce sont donc ces nouvelles contraintes sur les chaînes d'approvisionnement. On l'avait déjà vu pendant le Covid, mais on le revoit actuellement avec la crise au Moyen-Orient. Les contraintes imposées par le changement climatique
et les dynamiques politiques internes aux États, avec la montée des populismes, l'accroissement des inégalités et les grandes mobilisations, la montée de contestations sociales à différents endroits du globe. Et donc, dans tout ça, je voulais dire deux choses sur la place de la guerre et de la paix. La première, c'est que ce qui rend très compliqué la réponse, et on y reviendra sur la seconde question, mais ce qui rend compliqué la réponse, c'est que la frontière entre guerre et paix est de plus en plus floue, et que, par exemple, à la question de savoir si l'Europe est un continent en paix, et si nous sommes en temps de paix, la réponse est loin d'être évidente. On a vu dernièrement comment, notamment dans l'est de l'Europe, des drones survolent le ciel polonais, par exemple, la capacité légale, dans le cadre du droit et du temps de paix, à pouvoir tirer sur ces drones s'ils sont menaçants, est loin d'aller de soi, et que donc le cadre juridique en temps de paix n'est pas le même que le cadre juridique en temps de guerre, et toute l'agilité de nos adversaires, quelque part, c'est d'arriver à conduire des actions dont on dit qu'elles sont sous le seuil, c'est-à-dire sous le seuil de l'agression armée, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser toutes sortes d'outils qui vont venir impacter nos modèles démocratiques, impacter la cohésion de nos sociétés, sans que l'on puisse facilement attribuer ces attaques et sans que l'on puisse non plus déclarer un état de guerre, puisque, encore une fois, ces actions sont sous le seuil. Et l'autre remarque que je souhaitais faire sur le règlement des conflits et des différends. Alors, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que la diplomatie n'a jamais réglé les guerres. Je pourrais argumenter en ce sens. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le système des Nations Unies est contourné, et que les systèmes de règlement des conflits se font à travers d'autres types de médiation, parfois avec des acteurs qui vont arriver et créer des mécanismes ad hoc. On l'a vu avec le Board of Peace créé par le président Trump pour trouver une solution sur Gaza. On l'a vu avec des accords ad hoc aussi, par exemple entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui se sont faits aussi hors cadre Nations Unies. Et donc, aujourd'hui, on a, face à ce problème de contournement, la question de savoir comment se positionner, sachant qu'évidemment, dans le positionnement de la France, il y a sa place de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, si aujourd'hui, la question du règlement des conflits se fait en dehors de ce système-là, il faut pouvoir arriver à retrouver une place à la table. Mais j'y reviendrai plus tard. Merci. Merci David d'avoir souligné la question du seul et de l'ambivalence entre la paix et la guerre, et d'avoir montré ces micro-mécanismes qui détricotent finalement le climat de paix et qui nous amènent à une sorte de contexte de guerre, une nasse dans laquelle nous nous sentons enfermés, mentalement en tout cas, même si Bertrand Badi a fait un énorme effort pour nous dire que c'était complètement le contraire et qu'on entrait dans l'ère de la vaste paix. Alors, puisque précisément certains intervenants doivent partir pas trop tard, je pense qu'on va faire l'effort de fusionner les deux questions d'après. On va parler de la diplomatie, et dans cette question sur la diplomatie, des nouveaux acteurs de la diplomatie, des types, des formats, et des nouveaux acteurs et de la place éventuelle des collectivités locales. Donc j'ai eu le sentiment que certains ici étaient pessimistes sur la place de la diplomatie. Donc qu'en est-il, Bertrand Badi, pour vous ? Alors là, je vais être centriste, ce qui est rare dans mes postures, ou très Sciences Po, certes, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? Il y a un formidable politiste canadien qui s'appelle Paul Sharp, qui a écrit de magnifiques livres sur la diplomatie et qui, à mon sens, a donné la meilleure définition possible de la diplomatie, l'art de gérer les séparations. How to manage separateness. Je trouve que cette définition, elle est très très forte. Elle est très forte pourquoi ? D'abord parce qu'elle montre que le propre de la diplomatie, c'est pas de prendre le thé avec le prince de Monaco.
c'est de pouvoir directement toucher non seulement l'adversaire, mais toutes les adversités. Deuxièmement, dans ce sillage, ça indique que la diplomatie, pardon de cette formule, mais prenez-la du bon côté, n'est pas le monopole du diplomate. C'est-à-dire que la fonction diplomatique, et là je m'adresse à des élus locaux parce que je crois que c'est un problème très sensible, la diplomatie, c'est l'art que tout le monde doit savoir pratiquer dans son domaine. Et ça, lorsque je vous donnais ce versant, non pas optimiste, mais d'espoir des relations internationales, c'est parce que je voulais introduire cette idée très importante de l'appropriation sociale des relations internationales. Il ne faut jamais oublier que notre monde contemporain a ceci qui le distingue de tous les autres mondes, c'est d'être un monde de visibilité absolue. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde connaît la souffrance de tout le monde. Autrefois, celle ou celui qui souffrait était dans l'ignorance qu'ailleurs, l'herbe pouvait être fraîche. Et celui qui jouissait de ce que Dalida appelait les jardins sous la pluie ne savait pas qu'ailleurs, on mourrait de faim. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, la visibilité absolue, même si les journalistes n'ont pas le droit d'entrer à Gaza, on sait très bien, grâce aux réseaux sociaux, ce qui se passe à Gaza. N'oubliez pas que dans les 2 mois qui ont suivi le 7 octobre 2023, le hashtag I Stand with Palestine a été vu 980 millions de fois. Donc il y a une véritable appropriation sociale des relations internationales. Et cela fait que nous devenons tous des vecteurs de paix. Alors, bien entendu, ça ne diminue en rien l'importance de la fonction diplomatique institutionnelle, celle que nous connaissons de par l'histoire. Mais là aussi, il faut savoir avoir un regard nouveau. Vous savez, quand a été signé le dernier traité de paix réel, négocié le dernier traité de paix réel, en 1856, à Paris, à la suite de la guerre de Crimée. Car suite à la Première Guerre mondiale, il n'y a eu de négociation qu'entre les vainqueurs. Suite à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de traité de paix du tout. Et si vous faites la liste de ce que l'on n'appelle plus les traités de paix aujourd'hui, mais plus pudiquement les accords de paix, c'est tous des catastrophes diplomatiques épouvantables. Regardez, je vais vous en citer quelques-uns. 14 mai 2015, accord d'Alger sur le Sahel. Vous savez ce qu'il en est devenu. En 2013, accord d'Arusha sur le Rwanda. L'année d'après, c'était le génocide. Et je pourrais vous citer les accords de Lagos, je pourrais vous citer les accords de Yaoundé, je pourrais vous citer les accords de Libreville, je pourrais vous citer les accords de Doha sur l'Afghanistan, dont on sait très bien sur quoi ils ont débouché. Ça veut dire quelque chose de très important. Et là, je vous le dis à 17h21, parce que je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, la construction transactionnelle de la paix, c'est terminé. On ne cesse de nous dire il y a maintenant des promoteurs immobiliers au pouvoir qui veulent introduire le bargaining comme mode de fonctionnement de la diplomatie. Mais non seulement ça ne marche pas, mais c'est à l'envers de la réalité diplomatique. La seule réalité diplomatique, elle est à l'articulation des 2 points que je soulignais tout à l'heure. Le social d'une part, le global d'autre part. Ce qui donne au multilatéralisme, effectivement, un rôle déterminant. Ce qui fait de la conventionnalisation quelque chose de plus opératoire que la transaction. D'où l'échec des COP sur le climat, où chacun essaye de faire valoir ses exemptions. Moi, Pologne, j'ai du charbon. Moi, péninsule arabique, j'ai du pétrole. Donc, donnez-moi telle ou telle concession. Non, c'est fini, ça. Vous savez, la seule vraie négociation qui a eu un résultat réel, c'est la conférence d'Helsinki sur la sécurité en Europe en 1975. On n'en parle jamais. On a fêté ses 50 ans. Enfin, on n'a pas fêté justement ces 50 ans. Elle a eu 50 ans, cette conférence, personne n'en a parlé.
la solution du conflit russo-ukrainien ne viendra pas d'une négociation entre Poutine et Zelensky. Ça n'a aucun sens. La méthode transactionnelle ne peut pas fonctionner. En revanche, un Helsinki 2, c'est-à-dire définir conventionnellement un ordre européen, je dis bien un ordre européen, ça, c'est la nouvelle diplomatie. Et une diplomatie qui sera d'autant plus forte qu'elle intégrera les consciences sociales. Parce que vous voyez à travers l'exemple fantastique de l'Ukraine que le moteur de ce conflit, c'est la résilience sociale. C'est la capacité du peuple ukrainien à dire bah non, on ne veut pas. On ne veut pas de cette domination. On sent que le président Zelensky, de temps en temps, se laisserait bien aller à cette transaction, que Dadi, lui, souffle à l'oreille. Mais il n'y va pas parce qu'il y a cette résistance sociale, cette résilience du peuple ukrainien. Et donc, la diplomatie, c'est ça aussi. Savoir se brancher sur cette résilience sociale qui a conduit tous les peuples dominés à se révolter depuis 1945. Aucun n'a été battu. Ils ont tous gagné, de l'Algérie à l'Indochine, en passant par Madagascar, le Cameroun ou le Kenya. Comme demain, les Kanaks gagneront. C'est absolument évident. Nous sommes entrés dans un nouveau monde. Concilier donc cet esprit de système et cette appropriation sociale des relations internationales, ben, c'est ça, la vraie diplomatie. Et là, je suis plutôt, non pas optimiste, il ne faut jamais être optimiste, stratégiquement c'est très mauvais, mais il faut espérer. Merci Bertrand. J'ai aussi souvent la faiblesse d'avoir un peu cette analyse sur le Moyen-Orient. Je pense qu'en réalité, les sociétés orientales sont à la fois fatiguées de la guerre et ont envie de beaucoup plus de créativité dans la façon de s'entendre. La question est comment se débarrasser des fauteurs de guerre. Emilia, I'd like to know why you were so pessimistic about the role of diplomacy. I was being a little bit provocative. That is partially the question, but it's also because I want to challenge traditional diplomacy, just like Bertrand has done right now. Because diplomacy or change of policies are not only in the hands of governments alone, whatever sphere it is. It is a much broader concept. And right now, in a world of post-truth, or whether we don't know whether we are in truth or not, with artificial intelligence showing us things that seem unlikely but could be true, in a place in the world where there is a debate between efficiency and democracy, and the efficiency case could be winning. In that kind of place where I don't only agree with some of the things that have been said about what has made us justify war, but beyond justifying war, what we have also done is been incredibly inconsistent in the way that we have been judging war. So for some people, doing certain things is okay. For other people, it is not okay. And we have accepted things from ones that we would never accept from others. We define things even internationally in our judiciary system in one way that we would not accept in others. How we define genocide, for instance. How do we declare what genocide is or not? And that has been really hurting the kind of relationships that we have been building traditionally. There is an inconsistency that is actually marking the type of relations that we have with each other at national context, in these broader national dialogues or lack of them.
We have also, and I really like that you brought the idea that we had missed the opportunity to bring to the United Nations some of the social and economical things, because it is the incapacity of the Bretton Woods organizations to address the financial architecture that has actually made us lose a lot of credibility from certain parts of the world that are paying too much, that are owing too much to the international system, that will never be able to overcome some of the rulings of the International Monetary Fund. And until we address that, we will not be able to overcome some of the problems that we have with the current multilateral system. So that was my provocation. If we are looking at that type of diplomacy, well, we didn't do much. However, there is a different type of diplomacy that I truly believe in. Is that diplomacy that is addressing the day-to-day life of people, addressing the needs of people everywhere, and constructing the type of democratic societies that we need to live by. It is the type of diplomacy that is charged not only with providing services, like a private company to a client, but it is actually charged to provide services while protecting the common agenda of everyone, of these generations and the generations to come, of everybody in a region or in a corridor, no matter what the frontier is, no matter where the border is. That type of diplomacy exists. It's done by local and regional governments everywhere, every day. And it can work if you work on that type of diplomacy. But in order to do that, we will need to invest in different architectures, governance architectures and financial architectures. And that is the case that we are bringing through our movement. What we want to say is that the kind of decentralized cooperation, the kind of dialogue that we need to work on every day to tend bridges between peoples, between communities, are the type of sustainable architecture that is going to be the basis for peace, for sustainable peace. But also that will allow us to face the big challenges of climate change that we are undergoing. And this is also why we feel that the current multilateral system cannot be transformed in a plurilateral system that is only a group of the willings. I think that will not longer work. That we need to construct from the very basic needs of the everyday essentials. And we will need to address food security and food systems. We will need to address public health. None of these things tend to borders. We have experienced it recently. But also our cultural rights, they are just as important. And I think there is a sphere of government where those new essentials and the way that we deal with them, the way that we finance them, will actually help us to create local peace and conflict prevention. That's why Cités Unies France is member of United Cities and Local Governments. That's why our movement is over 100 years old and is still working. Because there is public servants like elected officials that do believe that that type of collective diplomacy can work and affect the lives of people every day. So I was provocative, but I still had a little bit of hope coming. Thank you. Alors avant de redonner la parole à Anne-Cécile Robert, Bertrand Badi veut faire une note de bas de page. Non, pire que ça, un erratum et des excuses. Est-ce que c'est l'effet de la chaleur ou est-ce que c'est l'effet de l'âge ? Il y a la clim, Bertrand. Non, mais il y a la clim, donc c'est l'effet de l'âge. J'ai commis une erreur très grossière tout à l'heure en parlant du génocide rwandais et en l'attachant à la date de 2014. Vous avez été extrêmement aimable de ne pas avoir sifflé à ce moment-là. Bien entendu, il s'agissait de 1994.
Pardonnez-moi, mais je ne voulais pas quand même vous donner l'impression que je ne le savais pas. Alors, Anne-Cécile, sur les nouvelles diplomaties, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Alors, moi, je voudrais déjà faire un commentaire sur l'ancienne diplomatie, parce que je crois qu'on a un thème récurrent, là, qui est dire du mal des plateaux télé, mais c'est quand même très frappant de voir le nombre d'ambassadeurs sur les plateaux télé. Je crois qu'ils n'ont plus rien à faire. Quand ils ne sont pas sur les plateaux télé, ils écrivent leurs mémoires. Ceux que j'ai pu rencontrer, souvent, ils sont au bord de la dépression. Parce que la parole est plus aux militaires qu'aux diplomates, quoi. Donc, on a quand même un manque de diplomatie, de savoir-faire diplomatique traditionnel, c'est-à-dire de politique. La diplomatie, c'est ça aussi à la base. C'est faire des analyses politiques, voir les rapports de force, l'intérêt des uns et des autres, et de trouver un accord pour que chacun s'en sorte. Alors, on a eu pendant 80 ans des grands diplomates avec de très grandes réussites. Hein. Il y a le chapitre 6 de la Charte de l'ONU sur le règlement pacifique des différends, qui a permis d'inventer d'ailleurs le terme de diplomatie préventive. C'est le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, qui a inventé ça et qui s'en était emparé pour le Proche-Orient, pour la Corée, où ça n'a pas forcément très bien marché. Mais, ils ont démontré que quand on fait une analyse politique, on peut trouver un accord. Je relisais récemment une biographie d'un secrétaire général de l'ONU qu'on a un peu oublié, qui est U Thant, qui était un birman. Donc c'est le début des années 60, et personne ne le sait, mais c'est lui qui a trouvé la base de l'accord de sortie sur la crise des missiles de Cuba en 1962. C'est lui qui a proposé à Kennedy et à Khrouchtchev un accord d'équilibre en échange de la non-implantation de missiles soviétiques à Cuba. Les Américains retiraient leurs missiles de Turquie. Et par ailleurs, à partir de là, ils s'engageaient à discuter régulièrement, le fameux téléphone rouge, etc. Bon, ce type de raisonnement politique, aujourd'hui, manque. Parce qu'on est face à des gens... Alors bon, on y va, Bertrand, on a commencé. On est face à des gens qui sont très peu cultivés. Et je ne parle pas que de Trump. On a des dirigeants qui ne connaissent pas l'histoire, ou pour eux l'histoire c'est un film américain, ils connaissent un peu la guerre de sécession parce qu'ils ont vu Steven Spielberg, etc. Mais l'histoire ils savent pas et ça ne les intéresse pas. On a quand même, pardon pour les officiels qui sont là, un président de la République française qui a intitulé son plan de reconquête après l'échec de la réforme des retraites les 100 jours, alors que dans l'histoire de France les 100 jours c'est l'échec de Napoléon à Waterloo. Mais apparemment, personne ne lui avait dit. Bon, ça, c'est une anecdote. Donc, on a des dirigeants qui ont ce manque de culture-là et qui ont une vision un peu fantasmatique du rapport de force. Probablement parce qu'ils n'ont pas connu de guerre, pour la plupart d'entre eux. Kennedy et Khrouchtchev, ils avaient fait la guerre, ils avaient été blessés, etc. Donc, ils savaient de quoi ils parlaient. Les gens qu'on a aujourd'hui, la dernière fois qu'ils ont vu un fusil, bon, voilà. Donc on a cette difficulté, et donc pour eux l'accord politique c'est un peu un ovni. Ils voient plus facilement l'idée, j'envoie le Charles de Gaulle, j'attaque l'Ukraine, enfin vous voyez le genre. Donc on a besoin de retrouver ce savoir-faire de l'accord politique, et en particulier sur l'Ukraine, où il va y avoir à un moment donné, cette guerre se terminera, comme toutes les guerres se terminent, mais si on ne veut pas que ce soit une fausse fin, et que ça recommence quelque temps après, il faudra qu'elle se termine avec un accord global de sécurité. Et là, je suis assez inquiète de voir qu'on n'a pas le moindre début d'idée de ce qu'on va faire comme équilibre de sécurité. Parce que sauf à vouloir détruire la Russie, il y a quelques allumés de plateaux télé qui envisagent cette hypothèse, d'aller démanteler la Russie, la couper en petits morceaux, etc. Mais mis à part ce scénario farfelingue, la Russie, elle est là, on peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on envisage une fois que la guerre sera terminée, comme équilibre géopolitique qui rétablisse le droit, parce que ça aussi, ça va être un vrai défi,
parce que la guerre d'agression russe devra à un moment donné être sanctionnée, forcément. Hein. Mais comment, au-delà de ce moment, on va créer un climat pour que chacun soit rassuré et qu'on ne prépare pas la prochaine guerre. Surtout qu'en Europe, il n'y a pas que l'Ukraine qui peut dégénérer, il y a plein de problèmes de minorités partout. Quand on regarde ce qui se passe en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, voilà. Donc, on a besoin de retrouver le savoir-faire politique. Alors, pour ne pas vous désespérer, ce savoir-faire, il existe. Simplement, il n'est pas sollicité. Il n'est pas mobilisé. Il y a des gens, je vous recommande le livre de Pierre Hazan, Négocier avec le diable. C'est un intellectuel suisse qui a fait toute sa carrière dans la médiation pour trouver des solutions de paix à des conflits, notamment en Afrique, mais pas seulement. Et il a raconté dans un livre, Négocier avec le diable, tous les enseignements qu'il avait tirés, en racontant des anecdotes impressionnantes, comment négocier la paix avec toutes sortes de gens, dont parfois certains sont des criminels, etc. Comment, avec les associations de terrain, créer les conditions profondes de la paix pour pas que la guerre renaisse. Donc mobiliser les acteurs sociaux, les syndicats, les associations de femmes, les élus locaux, etc. Mais il est au chômage, ce Pierre Hazan. Il est à Genève, il est prêt à accueillir toutes les négociations qu'on veut, sauf que pour l'instant, la parole est au képi et aux militaires. Donc à un moment donné, il faut que nous, en tant que citoyens, et ça peut être aussi peut-être le rôle des villes, d'exiger que la diplomatie au sens de la noblesse politique reprenne le dessus. Mais reprenez le chemin du tapis vert, de la discussion, en ouvrant effectivement à l'ensemble des acteurs la discussion pour que les conditions de la paix soient toutes réunies et que ce ne soit pas un feu de paille et que la guerre ne reprenne pas tout de suite. C'est ça le défi. Et je crois que c'est vraiment un devoir des citoyens, parce que là, il y a un peu une faillite des politiques, il y a un peu une faillite de l'encadrement, qui n'est plus en situation de remplir cette mission de noblesse politique. Donc il faut qu'on les rappelle à leurs obligations. Merci Anne-Sophie. Alors moi je trouve qu'il ne faut pas jeter le bébé diplomate avec l'eau du bain politique. Si c'était mon rôle, j'aimerais bien défendre la diplomatie et les diplomates, parce que je trouve qu'ils font un travail extrêmement technique, mais qui est très mal connu, parce qu'ils ne sont pas du tout à parler d'eux-mêmes. Et je trouve assez frappant du fait qu'effectivement, les plateaux de télé, dans une idée très fausse de la réalité sociale ou conflictuelle elle-même, les militaires ne sont pas forcément ceux qui parlent le mieux des guerres non plus, d'ailleurs, ni le plus clairement, ni de la manière la plus réaliste. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a énormément de processus diplomatiques à l'œuvre en ce moment, à côté des guerres, de nouveaux formats, de nouveaux acteurs, de nouveaux types de négociations, qui pour le moment n'aboutissent pas. Mais il y a un très gros effort de resocialisation politique internationale, avec, je trouve, beaucoup de nouveaux formats. David, que peut dire le ministère face à toute cette... cette vague de la diplomatie non conventionnelle qui a tendance à vouloir aussi régler ses comptes avec la diplomatie conventionnelle? Alors, j'ai pas vocation à représenter la position officielle du ministère. L'avantage du CAPS, c'est qu'on a une petite marge de manœuvre par rapport à ce qui est exactement la ligne officielle. Ce que je peux dire sur le fait de négocier avec le diable et sur la question des acteurs difficiles, je mentionne juste ce point parce que le CAPS a toujours eu un rôle dans ces différents canaux. Le rôle qu'on joue, on le joue, nous, diplomates de carrière, mais toujours, on le fait toujours en concertation et en équipe avec des experts qui connaissent parfaitement les acteurs sur le terrain, et on mène ces discussions avec ces acteurs en équilibrant le niveau d'exposition qui peut être le nôtre en fonction du terrain concerné et de la sensibilité politique. Et donc parfois on va envoyer un expert ou un diplomate à la retraite justement, ou on va pouvoir le faire nous-mêmes. L'important étant d'effectivement être présent sur une grande variété de canaux, et donc ces différents tracks sont effectivement très nombreux sur l'ensemble des crises, et notre rôle c'est de
de pouvoir parfois en proposer nous-mêmes, mais en tout cas d'être présents sur l'ensemble de ces dialogues qui se font souvent en périphérie de la négociation elle-même, mais qui viennent alimenter la négociation pendant qu'elle se fait. Et moi, ça fait 20 ans que je participe à ce type de dialogue, et beaucoup ont été effectivement très, très, très efficaces. Je voulais faire plusieurs points sur le rôle de cette nouvelle diplomatie, en tout cas vu du CAPS. Je dirais qu'il y a d'abord un travail de sensibilisation extrêmement important à faire auprès des opinions publiques. Donc on l'a vu, il y a un problème de confiance dans les institutions, de confiance dans les dirigeants qui s'est généralisé en Europe et au-delà. Se rajoute à ce problème de confiance, à cette confiance cassée, le fait qu'il y a en plus, je l'ai déjà décrit, mais je voudrais revenir quand même sur le fait qu'il y a aujourd'hui une menace existentielle pour l'Europe, qui est donc la menace russe, qui est une menace de long terme. Et c'est comme ça qu'on a choisi de le formuler. Le CAPS a contribué activement à la rédaction de la Revue nationale stratégique à l'été 2025, et la manière dont on a dessiné le scénario central est celui d'une attaque armée de très haute intensité sur le continent européen, pas sur le territoire français, couplée à des attaques hybrides massives sur le territoire national. Et la manière dont la loi de programmation militaire va être rédigée, elle va être dimensionnée sur ce scénario central qui est une rupture majeure, en fait, avec les scénarios expéditionnaires qu'on avait sur les revues nationales stratégiques précédentes. Et donc, dans ce cadre-là, et je pense que sur ce point-là, on a déjà fait un assez bon travail sur le fait de faire comprendre, quelque part, de redécouvrir la figure de l'ennemi et de faire comprendre ce que cette menace implique. Là, je regardais un sondage qui est sorti le mois dernier sur la perception des priorités pour la politique étrangère des Français. La question, ce qui arrive en premier, assez loin, c'est pour une majorité de Français, c'est défendre la sécurité des Français contre les puissances extérieures. Ça, c'est la priorité numéro 1. Arrive en 2, promouvoir les intérêts économiques. En 3, faire face à la menace terroriste. Mais ça, c'est le premier point. Et là, effectivement, il y a un rôle absolument central pour les collectivités territoriales de sensibilisation, de contribution à la résilience et à la robustesse démocratique. Robustesse démocratique en contribuant à faire face aux ingérences extérieures, aux interférences, y compris dans les processus, dans les campagnes électorales et dans les différents processus démocratiques. Résilience des réseaux essentiels. Comment on travaille sur la protection des réseaux de télécommunications, des réseaux énergétiques, comment on fait de la remédiation, comment, s'il le faut, on constitue des stocks stratégiques. Pour tout ça, évidemment, les collectivités territoriales ont un rôle central. Ce qui change aussi la donne, et ça change aussi la manière dont on fait notre métier, c'est le fait que de plus en plus, il y a une interconnexion entre les sujets internes et les sujets externes. Et donc, on a parlé de la menace terroriste, on pourrait parler de la question du narcotrafic et des drogues de synthèse, on pourrait parler, j'ai déjà parlé de la question de la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la question aussi de savoir comment on utilise nos propres leviers pour nous aussi pouvoir répondre à la coercition d'autres pays, comment on identifie ce qu'on appelle les dépendances inversées, comment on est capable de répondre lorsque on fait face à cette coercition, comment on répond aux ingérences. La diplomatie française, vous le savez, par exemple, est très active sur les réseaux sociaux. Il y a ce compte French Response qui choisit de répondre avec les mêmes codes que les adversaires pour débunker, comme on dit, pour essayer de rétablir les faits. Comment la question des flux migratoires, bien évidemment, et comment on travaille avec les pays d'origine. La question aussi des enjeux technologiques et du rapport des sociétés aux technologies qui de plus en plus sont devenus des enjeux géopolitiques. Une autre manière de faire évoluer notre outil diplomatique, c'est notamment dans nos ambassades à l'étranger, la manière dont on a complètement revu
notre politique d'influence et les contacts qui sont les nôtres. Les interlocuteurs, par définition, ne sont pas du tout que les officiels du pays concerné, mais on va essayer d'avoir un réseau aussi large que possible et d'identifier au sein des sociétés civiles qui sont les acteurs clés, dans le secteur privé, quels sont ceux qui ont un rôle particulier. Sur les acteurs privés, vous l'avez tous en tête, mais je mentionne juste par rapport au conflit, à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, le rôle central joué par le réseau Starlink de Elon Musk, qui à plusieurs reprises constitue un moment de bascule dans le conflit. C'est-à-dire qu'il y a eu une période durant laquelle la Russie et l'Ukraine avaient toutes deux accès au réseau Starlink. Dès lors que l'accès au réseau Starlink a été coupé à la Russie, la ligne de front a pu basculer à nouveau en faveur de l'Ukraine. Et là, on voit tout le rôle central que peut jouer un acteur privé. Dans nos réseaux, encore une fois, d'interlocuteurs, évidemment, on privilégie de plus en plus une forme de coopération décentralisée. Donc là, on s'appuie sur les collectivités territoriales, mais par définition, notre diplomatie en Inde, elle ne se fait pas qu'à Delhi, elle se fait dans chacune des provinces, avec aujourd'hui des régions françaises qui ont une masse critique suffisante pour pouvoir avoir des leviers. C'est le cas évidemment avec l'Allemagne, par exemple, et avec l'ensemble des États fédéraux, mais c'est aussi le cas avec les États-Unis. On voit par exemple sur les enjeux climatiques, comment dès lors qu'au niveau de l'État fédéral, on avait choisi de se retirer de l'accord de Paris et qu'au niveau fédéral, on enlevait les subventions, il y a toujours aujourd'hui la possibilité de coopérer avec les États fédérés qui, eux, restent très actifs, évidemment, sur le sujet. Et un dernier point que je souhaitais faire, mais qui va aussi dans le cadre de cette sensibilisation, autant sur, par exemple, la question des menaces. Je pense que le niveau de sensibilisation auprès de nos citoyens est plutôt élevé, autant sur les leviers pour répondre à ces menaces. Je pense qu'on a encore un travail de sensibilisation important à faire. Notre analyse, c'est que face à tout ce que j'ai décrit, et notamment à la rivalité entre les États-Unis et la Chine, face aux logiques de sphère d'influence, la réponse ne peut pas être que française. Et donc, elle doit s'appuyer d'abord sur les leviers que nous donne l'Union européenne, qui permet, par son marché intérieur, par sa puissance régulatrice, par un certain nombre d'outils, et quand je dis marché intérieur, les leviers que lui donne le fait de donner ou non l'accès à son marché intérieur, cette puissance-là est unique et c'est un des seuls leviers qu'on a face, par exemple, sur les questions industrielles, face au rouleau compresseur chinois. Sur l'Europe encore, sur les questions de sécurité européenne, là aussi, il s'agit de reconstruire un cadre de sécurité européen. Et l'enjeu, ça va être, là aussi, d'arriver à faire une coalition qui aille au-delà de l'Union européenne, puisqu'il y a notamment deux acteurs majeurs avec lesquels on doit reconstruire cette sécurité européenne, qui sont l'Ukraine, qui est aujourd'hui une armée qui est devenue un pilier central de la sécurité européenne, et le Royaume-Uni qui, lui, est sorti de l'Union européenne. Et donc, comment on recrée ce cadre, c'est quelque chose sur lequel la diplomatie doit travailler. Et puis, au-delà de l'Europe, il y a la question de la fameuse troisième voie, de la question des coalitions de puissance moyenne, la question, le président de la République a parlé de coalition d'indépendants, c'est quelque part le choix d'un certain nombre de pays de ne pas choisir, le droit de ne pas choisir, le fait de garder sa propre autonomie de décision et de pouvoir, sur un certain nombre d'initiatives auxquelles ni la Chine ni les États-Unis, par exemple, ne souhaiteraient s'associer, arriver à faire avancer la gouvernance internationale, à faire avancer des initiatives qui peuvent se faire aussi au niveau régional, à plusieurs, dans le cadre de coalitions ad hoc, parce que malheureusement, encore une fois, au niveau
du système onusien, il y a des blocages qui sont difficiles à dépasser à ce stade, et parce que nous sommes dans un... Nous devons faire face à ces logiques de sphère d'influence, et nous avons des intérêts communs avec des pays qui ne partagent pas toujours exactement nos valeurs, qui ne sont pas toujours des démocraties libérales identiques aux nôtres, mais qui souhaitent pouvoir faire respecter les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, que sont l'intégrité territoriale, le droit des peuples, le droit des peuples à choisir leur destin, et donc on doit pouvoir bâtir avec eux ce type de coalition, et c'est aussi une des priorités de notre diplomatie. Je m'arrêterai. Merci. Merci David. Alors pour le dire trivialement, ça se décoince un peu. Moi j'ai l'impression qu'on entre dans une ère de régalien adapté dans la diplomatie française. Et c'est assez intéressant à suivre sur les moyens, le style. Il y a quand même une question de capacité qui risque de se poser à un moment ou à un autre. Mais maintenant, on va passer la parole à la salle. Bertrand Badi souhaiterait qu'on le libère pas trop tard parce qu'il a une autre obligation, parce qu'il ne faut pas croire que les vacances, c'est tout de suite. La retraite, hein. Et la retraite non plus. Donc on va demander à ceux qui ont des questions à poser de se manifester, et Simone, quelque part, va faire passer le micro. Moi, je ne vois pas grand-chose avec la lumière. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, premier rang déjà. Merci. Je suis André Narcisse Méman, maire de la commune de Bain-Huillet, et c'est en Côte d'Ivoire, membre de la commission environnement de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et je suis heureux d'être ici pour la deuxième fois parce que l'année dernière, j'étais là. Je voudrais donc vous dire merci pour cette conférence. Disons que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les différentes interventions, notamment celle du professeur. Et j'ai été, heureusement d'ailleurs, que par rapport à mon intervention, il y a David Béat qui, dans sa dernière intervention, a fait, n'est-ce pas, allusion aux préoccupations que je voulais exprimer. À savoir que le professeur Bertrand a mis en exergue le fait que il y avait beaucoup plus de paix aujourd'hui que de guerre. Bon, que voilà, il y avait plus à construire la paix, disons que nous étions dans un monde où la guerre n'avait pas beaucoup d'intérêt, si j'ai bien compris. Alors qu'aujourd'hui, depuis 1945, ça c'est ma première observation, depuis 1945, les relations internationales, qui, il faut le dire, sont des relations d'intérêt, il ne faut pas se voiler la face, ces relations-là, aujourd'hui, il y a un nouveau mode, ou du moins une nouvelle dynamique de guerre. Nous sommes dans la guerre économique. Et justement, c'est pourquoi j'ai fait allusion à ce qu'il a dit. Et dans cette guerre économique, si le rapport de Goldman Sachs, que j'ai lu il y a quelques instants, Goldman Sachs, c'est une banque d'affaires américaine qui, dans ses projections, a estimé qu'à partir de 2050, n'est-ce pas, les premières puissances économiques du monde, ce seront la Chine et l'Inde. Les États-Unis seraient relégués à la 3e place. Alors, lorsqu'on lit ces genres de rapports, est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir que c'est justement, n'est-ce pas, la peur de voir les États-Unis relégués à la 3e place qui les amène donc à faire ces guerres? En somme, est-ce que ce n'est pas l'économie internationale, l'économie des États-Unis qui nourrit les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui? Donc, c'est la première observation que je voulais faire. Puisque nous sommes en train de parler de l'ordre, et certains ont parlé tout à l'heure de désordre, et mettre en rapport cela avec, n'est-ce pas, les collectivités territoriales. Moi, je voudrais faire observer tout à l'heure qu'il y a le Sud global qui est en train, justement, dans le cadre de cette lutte entre la Chine et les États-Unis, il y a le Sud global qui est en train de s'organiser autour des BRICS et qui organise chaque année ce qu'ils appellent le forum de MBRICS, c'est-à-dire International Municipality Forum, qui se tient à Saint-Pétersbourg chaque année. Et je sais que Madame la secrétaire en est informée. Alors, cela constitue, de mon point de vue,
un exemple palpable de ce qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place et dont l'on devrait tenir compte pour dire que la guerre, c'est aujourd'hui plus la guerre économique qui se fait et dont les différents États tiennent compte pour s'organiser autour, n'est-ce pas, de ces blocs qui se mettent en place. Voilà mon observation que je voudrais faire à la suite de ces différentes interventions et en vous remerciant une fois de plus. Merci. Je crois que Bertrand Badi veut répondre. Moi, je ne suis pas très à l'aise sur le fait qu'on appelle tout guerre. Oui, alors, j'ai très bien entendu votre question. Je vous en remercie beaucoup, monsieur. Elle est fondamentale. C'est drôle parce que ça fait 1h20 qu'on discute ensemble et il y a un mot qui n'est jamais apparu et qui est pourtant le plus important, qui est le mot mondialisation. Et la mondialisation, alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous offrir une dissertation sur la mondialisation, mais la mondialisation, elle se distingue par 2 caractéristiques incontournables. D'abord, comme le dit le grand économiste Arnaud Hopvin dans son magnifique livre sur le capitalisme de finitude, on est dans un monde unique. C'est la première fois depuis Adam et Ève. C'est la première fois que toute l'humanité est sur le même bateau. Et personne n'en fait la remarque. Ça veut dire énormément de choses qui nous renvoient à 2 autres choses. La première, c'est que le monde n'a plus de centre. Le monde n'a plus de centre. Le grand sociologue Dipesh Chakrabarty a écrit un livre qui s'appelle « Provincialiser l'Europe ». D'ailleurs, l'Europe, c'est une province, comme d'ailleurs l'Amérique, est une province d'un monde qui n'a plus de capitale, qui n'a plus de centre. Et si on veut saisir l'épaisseur de ce nouveau monde, c'est par là qu'il faut commencer. Et le deuxième élément, la deuxième conséquence, c'est que l'interdépendance remplace la souveraineté. Si M. Trump s'en était rendu compte un peu plus tôt, il n'aurait pas lancé cette guerre qui a commencé le 28 février, ne comprenant pas que, plus que la force, il y a la capacité systémique. Le régime iranien a découvert, et à mon avis, il en fait un usage abusif et excessif qui risque de se retourner contre tout le monde d'ailleurs, comment en bloquant un lieu très très ponctuel, on bloque le système tout entier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grande rupture, c'est qu'on est passé de l'acteur au système. De la paix de Westphalie 1648 jusqu'à 1945, la relation internationale, c'est une relation d'acteurs. Je disais tout à l'heure, Hobbes appelait ça une relation entre gladiateurs. Depuis 1945, l'acteur est prisonnier du système. Et ça transforme complètement le jeu diplomatique, qui ne peut être qu'une diplomatie systémique. Et on a évoqué la Chine, qui est commode parce que ça sert de punching ball à tout le monde, mais la Chine a découvert plus tôt que les autres comment on pouvait dominer par l'intermédiaire du système beaucoup plus que par l'intermédiaire du relationnel. C'est ce qui lui permet discrètement de marquer les points que nous connaissons. Mais tout ceci m'amène à vous dire que, justement, moi je crois beaucoup au réveil de la paix parce que le système, contrairement à l'acteur, il ne peut vivre que par la paix. Alors qu'au contraire, l'acteur ne pouvait vivre que par l'affrontement et la compétition. C'est ça le grand tournant. Le problème, et alors là je vous contredirai un tout petit peu, c'est que l'acteur ne veut pas l'admettre. La cécité qu'il y a en Europe à l'égard de la mondialisation et à l'égard du Sud global, le déni. J'ai eu récemment un débat avec un grand diplomate, pas français, rassurez-vous, mais d'un pays que je ne citerai pas, qui était secrétaire général de son ministère et qui a dit quand un de mes collaborateurs prononce le mot Sud global devant moi, je le mets à la porte. Bon, ben, j'ai dit, c'est pour ça que votre diplomatie est dans les tristes états que nous connaissons aujourd'hui. Parce que justement, il y a ce déni du système. Parce que le problème du système, c'est que l'acteur n'a jamais raison face au système. Il n'a raison que s'il sait profiter du système. Et là, c'est un virage que rares sont ceux
qui ont pu le négocier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre, elle est retenue par l'acteur politique qui sait que sa survie, la survie de ses ressources dépendent justement du maintien de ce jeu d'acteurs et de la non prise en compte du système. Regardez les guerres aujourd'hui, et c'est là que je suis en désaccord avec vous. Elles ne sont pas d'origine économique, elles sont toutes d'origine politique. Pourquoi M. Netanyahou fait la guerre? Pour échapper au tribunal, pour gagner les prochaines élections en Israël. Pourquoi M. Poutine fait la guerre? Parce que son pouvoir s'affaiblit, s'affaisse, risque même complètement de s'effondrer. Pourquoi M. Trump fait un peu partout la guerre, ou en tous les cas joue la gonflette diplomatique? Uniquement parce qu'il veut se faire le promoteur de son MAGA, Make America Great Again, comme d'ailleurs M. Poutine dit Make Russia Great Again. C'est exactement la même chose. Et donc il y a des logiques d'individualisation de la guerre, de surpolitisation de la guerre. Quel est l'intérêt économique des guerres aujourd'hui? Alors, que l'on intervienne à titre de prédateur dans des guerres qui existent déjà, et comme vous l'avez très justement remarqué, plusieurs d'entre vous, qui sont d'origine, qui trouvent leur origine dans les déséquilibres économiques, c'est évident. Hein. Le Congo est victime d'une décomposition, le Soudan est victime d'une décomposition, etc. Mais évidemment, il y a des prédateurs qui en profitent au nom d'une rationalité économique. Mais le principal reste la rationalité politique et reste cette espèce de paranoïa politique par rapport à la réalité de notre monde. Alors, tout dernier point aussi, là, pardonnez-moi de vous taquiner, les BRICS ne représentent pas le Sud global. Parce que, à ma connaissance, la Russie ne fait pas partie du Sud global. Elle essaye d'attirer à son profit, de manipuler, d'instrumentaliser le Sud global, de transformer ses défaites militaires en victoires diplomatiques en s'annexant une partie du Sud global. Ça, vous avez tout à fait raison. La seule représentation réelle du Sud global, c'est le G77, qui d'ailleurs compte aujourd'hui 134 pays. Ça, c'est effectivement le Sud global. Les BRICS, non. Les BRICS, c'est du bricolage. Du bricscolage. Tiens, c'est amusant, ça, j'y avais pas. Anne-Cécile Robert va nous dire un mot aussi. Juste une petite remarque. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, pour dire que la peur du déclassement des États-Unis est une des causes des tensions actuelles. C'est vrai que, je ne sais pas, il y a un débat depuis très longtemps pour savoir s'ils sont en déclin ou pas, mais en tout cas, ils ont peur de l'être, notamment par rapport à la Chine. Et ça explique une certaine fébrilité et sans doute la propension de leurs dirigeants à recourir à la force. Et ça, c'est un problème qu'il faut traiter, parce que la compétition entre États-Unis et Chine, on y entre seulement. Et il faudrait que les puissances moyennes, les puissances indépendantes, soient un peu plus, à mon avis, proactives sur ces sujets-là. On est beaucoup trop dans la crainte de froisser les Américains, crainte de froisser les Chinois. Il faudrait qu'on soit un peu plus proactif pour essayer d'empêcher ce conflit de dégénérer. Parce qu'il est tout à fait possible qu'il dégénère à Taïwan ou ailleurs. Donc là encore, un appel à la diplomatie. La deuxième remarque, c'est que pour l'instant, si l'ordre géopolitique de 1945 se défait, l'ordre qui était dominé par les Occidentaux se défait, pour l'instant, on ne voit pas d'ordre de rechange. Donc on est dans une espèce d'entre-deux. Et même les BRICS, ils se sont scratchés sur l'affaire d'Iran. Il n'y a pas eu d'unité diplomatique quand l'un des leurs a été attaqué par les États-Unis et Israël. Donc pour l'instant, on est au début d'un processus de recomposition dans lequel les acteurs doivent être un peu plus, à mon avis, proactifs en se serrant les coudes. C'est beaucoup plus facile pour un pays comme la France de partir en avant que pour un pays africain qui a moins de moyens. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que je suis très frappée, et là j'ai régulièrement une petite discussion avec Bertrand Badi, par la prolifération étatique. C'est-à-dire le retour de l'État. J'ai fait mes études dans les années 80. On nous apprenait qu'avec la mondialisation, l'État c'était fini, que les frontières allaient disparaître, qu'on était dans un monde unifié. Et là, on voit une prolifération d'États. Et la première chose que demandent les gens qui veulent être indépendants, c'est un État.
Je travaille sur le Somaliland en ce moment, le Puntland, le Kosovo, tout le monde veut son État partout. Au Proche-Orient, en Asie centrale. Donc il y a une appétence pour l'État qu'il faut traiter là aussi, parce que ça peut être une source de désordre. Tout ça plaide, à mon avis, pour une coopération internationale renforcée, portée par les gens de bonne volonté. Et je voudrais signaler, parce que je trouve honteux qu'on n'en ait pas du tout parlé, la médiation courageuse de l'Union africaine au début de la guerre en Ukraine. Vous voyez, silence, donc vous n'étiez pas au courant. Voilà, ils ont tenté une médiation qui était au départ portée par leurs problèmes. Ils voulaient éviter que la guerre ne bloque les approvisionnements en engrais. Mais il y avait aussi une dimension diplomatique, puisqu'ils ont rencontré les Russes et les Ukrainiens et qu'ils ont obtenu le premier échange de prisonniers entre les Russes et les Ukrainiens. Et donc c'est important de souligner cette initiative, parce que, alors là, encore un petit point de désaccord peut-être avec certains, je ne suis pas sûre qu'on voit tout. Aujourd'hui, on a la possibilité de tout voir, mais nos regards sont d'une inégalité, d'une injustice. Il y a des conflits qui font la une, d'autres qui ont du mal à ramer. Je veux dire, la République démocratique du Congo, ils doivent en être à 7 millions de morts. On en parle de temps en temps. Voilà, les Soudanais, pareil. Donc je ne suis pas sûre qu'on voit tout. On peut voir tout, mais c'est d'une injustice. C'est l'injustice des moyens. C'est la dictature de l'émotion. C'est terrible, ce monde. Et on ne pourra sortir de là que si on crée des espaces de discussion où on arrivera à hiérarchiser et faire advenir sur le devant de la scène ce qui mérite de l'être et pas ce qui fait le plus de bruit. On prend une autre question. Bertrand, je vous signale juste qu'il est 18h10. Si vous souhaitez partir, dites-le nous. Mais attends, avant qu'on vous pose une question, là. Une question très, très brève qui s'adresse aux 5 intervenants. On a évoqué les acteurs privés avec Starlink. J'ai pu, moi, dans 4 ans de mission diplomatique à Rome, voir aussi l'intervention de la communauté San Egidio, qui était plutôt un réseau spirituel, disons. Est-ce que, puisqu'on parle de collectivité territoriale, vous auriez, l'une ou l'autre d'entre vous, un exemple où une grande collectivité territoriale ou un réseau de collectivités territoriales a pu jouer un rôle facilitateur de paix ou de médiation dans les conflits et le désordre du monde, puisque c'est le thème de cette table ronde? Prendre un autre. Emilia, bien sûr. Emilia, tu veux répondre tout de suite? Yeah, I'm happy to take this, and let me give 2 examples which I think are important. I think that the role that local and regional governments played in Europe after the Second Great War, the twinning, the city-to-city cooperation in reestablishing the relationships also with Germany, were really critical for the construction of multilateralism as we know it. It was in the hands of our movement to do that. And I think it played a very important role in how we constructed transformative diplomacy from then on. I mean, the relationships between cities here in France and those in Germany, in Spain, in everywhere, I think are a very important pillar of the construction of Europe as we know it, with all its faults, but also certainly with a lot of the advantages that we have been able to bring, including to the Maastricht Treaty, and despite our failure to create the European Constitution, which might be one of the causes why we are in the situation that we are right now in Europe and playing towards the world. So that is one of the examples that I wanted to give, because I think it's relevant to put that historical view into perspective. But there are examples every single day of local and regional governments that have been working together, establishing alliances in places
that we cannot imagine right now. When I started to work for this movement some 22 years ago, the Palestinian and the Israeli cities were working together on providing water. And they were trying to work on the management of water when their states had no diplomatic relationships. And I dare to say that some of the biggest steps that I grew up with in this movement, believing in city diplomacy and city to city, were built through that type of relationship. Allow me to end by saying we have a Peace Prize that we give it every 3 years in United Cities and local governments. And this year it has been won by Limu in Kenya. And the peace that they have been constructing is peace with those that come from other parts of Africa and that are shaking the reality in their own locality. Peace is also made within. Peace is not only something that is related to countries and borders. Peace is something that you need to construct within. My last comment on this, and I'm really grateful for that question, is the very significant truth that we need to face, that dialogue is not about repartition of benefits. Dialogue is not about splitting the cake. It is a much broader and complex concept of accepting changes that will need to happen in future policy. So while I very much agree with you, Bertrand, that BRICS cannot be described as the positioning of the or the organization of the Global South, because there are very important actors there that are certainly not Global South. It is very, very relevant to acknowledge those alternative spaces of building consensus that are emerging, and at least they need to be taken very, very seriously. Thank you very much. David Béard va dire un mot sur cette question. Non, juste très rapidement, et je vais pas donner d'exemple spécifique de ville ou de région française, mais je voulais dire que premièrement, les collectivités territoriales sont le premier partenaire de la diplomatie française, puisque donc le budget total de la politique internationale des collectivités territoriales, c'est 500 millions d'euros, et que donc ça en fait encore une fois le premier partenaire de notre action diplomatique. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des crises bilatérales très fortes avec un pays ou un autre, les coopérations décentralisées, ville à ville, région à région, elles se poursuivent. Pas forcément éternellement, et parfois elles sont obligées de s'arrêter, mais en tout cas elles ont un niveau de résilience, on va dire, qui peut dépasser à un moment une crise diplomatique bilatérale ponctuelle entre la France et un État donné. Et puis, ce que je voulais mentionner aussi, c'était les capacités des collectivités territoriales à contribuer dans la gestion de différentes crises, parce qu'elles ont une expertise spécifique sur les services publics essentiels, parce qu'elles ont, on l'a vu par exemple dans le cas de l'Ukraine, des capacités d'accueil, où elles peuvent à un moment aussi accueillir des flux de réfugiés. Et donc, il y a des contributions qui sont possibles lorsqu'il s'agit, qui sont parfois déterminantes, parce qu'elles sont extrêmement réactives et peuvent être sur la première ligne de front dans notre capacité à gérer une crise ou une autre. Donc, je ne vais pas donner d'exemple précis, mais c'est pour dire que je pense qu'il y a vraiment de nombreux exemples de collectivités territoriales qui ont joué un rôle clé dans la gestion de crise et dans la capacité, encore une fois, à naviguer dans une crise bilatérale. Bon, on prend rapidement une dernière question, monsieur. Oui, bonjour. Michel Champredon.
Dans ma vie d'avant, j'étais élu local, donc j'étais maire de ma commune à Évreux. Maintenant, je suis expert international en gouvernance et j'accompagne des projets de coopération décentralisée. Alors, quand on va sur le site du ministère des Affaires étrangères, à peu près, je caricature un peu, mais les 2/3 de la planète sont en rouge. Et donc, si on respectait un petit peu les consignes de précaution, nos voyages seraient assez limités, les programmes seraient assez limités. En même temps, force est de constater qu'il y a un certain nombre de pays où la France n'est pas forcément bien vue, voire même elle a été rejetée. Et donc, il y a aussi un certain nombre de programmes de coopération décentralisée qui ont pu être ralentis, voire même suspendus. Alors, ma question est donc la suivante, et qui s'adresse plutôt aux représentants du ministère, forcément. Mais quand on est dans des programmes de coopération décentralisée, le thème étant les collectivités dans le désordre mondial, quel conseil, quel suivi, quel accompagnement le ministère peut-il apporter au programme de coopération décentralisée, à nos élus, à nos techniciens? Quelles consignes sont données aux ambassades en la matière, de façon quand même à offrir des possibilités de poursuivre le travail sans mettre en péril, évidemment, la vie des intervenants, quel que soit leur statut. C'était une question très, très pragmatique, mais qui, je pense, mérite aussi d'être posée dans ce débat-là. Merci. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux, sachant que je ne suis pas moi-même un acteur de la coopération décentralisée. Donc, je vous renvoie aussi vers nos collègues, à la fois le délégué à la coopération avec la société civile et les collectivités territoriales, Frédéric Chollet, et puis avec les représentants du centre de crise et de soutien. Ce que je veux dire par rapport au centre de crise qui coordonne l'action, notamment sur les différentes crises humanitaires, les différents conflits et l'acheminement de l'aide. Donc ça, c'est un premier point d'entrée, et c'est un point d'entrée, et c'est aussi à travers eux qu'on va effectivement donner les conseils aux voyageurs. Ensuite, dans le cadre d'une coopération décentralisée donnée, là, effectivement, comme vous le dites, l'ambassade joue un rôle central. Et il y a un certain nombre aussi de programmes qui se font en concertation et sur lesquels l'ambassade est responsable de la mise en œuvre de ces programmes avec les collectivités territoriales concernées. Et donc, nos ambassades assurent un suivi très précis et doivent pouvoir dire à leurs interlocuteurs des collectivités territoriales s'ils peuvent à un moment venir sur place ou si ça présente un risque trop fort. Et ensuite, après, c'est un arbitrage qui est fait en fonction du contexte à un moment donné. Finalement, est-ce que l'État cadre, est-ce qu'il facilite ou est-ce qu'il envoie les collectivités tester? C'est toujours la même question. Je crois que Bertrand Badi voulait nous dire un petit mot là-dessus. Oui, je dois dire qu'en tant qu'universitaire, je suis très malheureux de voir que cette richesse de la coopération décentralisée que constitue l'accueil d'étudiants étrangers soit à ce point maltraitée. J'ai été scandalisé qu'on augmente de manière démesurée les droits d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est criminel, c'est absolument criminel. Je suis scandalisé en tant qu'universitaire que des étudiants iraniens qui reçoivent des bombes sur la tête, qui sont opprimés par un régime dont on connaît la nature répressive, n'aient pas le droit de venir en France parachever leurs études, n'ont pas le droit de venir en stage. Je suis scandalisé qu'il soit pratiquement impossible d'obtenir la traduction en langue persane de livres écrits en français. Je suis absolument scandalisé que l'on refuse toute coopération avec des universitaires qui ne demandent qu'à sortir de l'univers concentrationnaire dans lequel ils se trouvent et auquel on refuse l'oxygène qu'on peut leur apporter. Je suis scandalisé que dans des universités comme la mienne, quand des étudiants demandent qu'on discute les conditions d'accord avec des universités israéliennes qui participent activement à l'action militaire à Gaza, on appelle la police pour les virer et qu'on leur colle des contraventions.
ce que je souhaite ajouter là-dessus, c'est que donc dans le cas de l'Iran, la France est un des rares pays européens à avoir gardé une ambassade ouverte, et le fait de pouvoir continuer d'accueillir certains étudiants est quelque chose qu'on a réussi à faire et dont on est très fier, même si c'est pas quelque chose qu'on ébruite beaucoup. En revanche, que pour les étudiants iraniens comme pour un certain nombre d'étudiants d'autres pays, il y a une procédure de criblage qui est faite et on doit systématiquement... Écrémage, quel triste mot. Non, de criblage. Et on doit arbitrer entre le risque que peuvent poser certains étudiants qui, dans certains cas, travaillent aussi pour leur État, et d'autres qui viennent uniquement pour leurs études. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la définition de l'ennemi. Ce serait intéressant de se pencher sur la définition de l'étranger et sur le traitement de l'étranger une fois qu'il est défini en tant qu'étranger. Moi-même, travaillant dans un institut de relations internationales, je suis parfois étonnée des réactions épidermiques de certains de mes collègues, en dehors de toutes les difficultés administratives qu'on peut avoir à recruter des stagiaires étrangers. Quand un étranger est dans la salle, parfois on n'a pas le droit de parler, et je trouve que ça nous enlève beaucoup de capacités diplomatiques, puisqu'on parlait de la diplomatie au quotidien tout à l'heure. Est-ce que Anne-Cécile veut dire un dernier mot avant qu'on clôture cette table ronde? Et Emilia également, parce qu'on a un retard de temps de parole. Juste une anecdote. Bertrand Badi soulignait la difficulté de traduire en persan des livres français. Je voulais signaler que Le Monde diplomatique est publié en persan depuis Paris, puisque à Téhéran c'est pas possible, et que par ailleurs, c'est peut-être notre petite contribution à la communication internationale, on est publié en 27 langues à travers le monde, dont ce qu'on appelle dans le jargon des langues peu dotées, c'est-à-dire où il y a peu de locuteurs. On est très fiers d'avoir le kurde, le bulgare, le polonais, toutes ces langues qui sont moins développées. Et pour juste on a aussi le serbe, on va relancer le croate. Et juste pour l'anecdote, la première année où on a, parce qu'on fait une réunion tous les ans de notre réseau, et la première année où on a eu les Turcs, les Kurdes et les Grecs, la réunion a commencé fraîchement. Ils étaient chacun à un bout de la salle, et pourtant ils partagent le projet Monde diplomatique, puisque leur travail c'est de le traduire. Et puis au bout d'une heure, voilà, ils étaient en train de discuter, ils parlent très bien les langues les uns des autres. Et voilà, c'est des petites choses comme ça, mais à chaque fois, moi, ça m'émeut de voir ça. Par exemple, on est publié en albanais depuis le Kosovo. Et quand notre édition serbe et notre édition albanophone sont autour d'une table pour discuter, on se dit, bon, voilà, tout n'est peut-être pas foutu. Et ça valide l'intuition qu'on a tous ici, quoi, qu'un peu de communication, ça peut désamorcer parfois, à notre échelle, bien des crises. So just adding to this call for communication, don't underestimate the role that networks of cities can play. Liberating yourselves from, the dichotomy of national disputes, working in groups, allowing yourselves to have the conversations that you might not be able to have domestically. And that is why the existence of Cités Unies France, but also United Cities and local governments, is so relevant, because what you might not even want to do at national level is something that you could do at local level, and you will need it in that future. But dear friends, that entails that you will need to talk to people that are not like-minded, that you will need to take a picture that might be difficult at home, that you will need to stay in organizations where someone wins that you do not like to see winning,
that you might need to break the blocks that agree with each other in order to defend the agenda that you have created. We need to talk with each other, and the only way to do it is if we do it finding our own humanity. I'm very grateful I've been in this panel. Thank you very much. Alors, merci à toutes et tous pour cette conversation qui ne fait que commencer. Donc, rendez-vous l'année prochaine ou peut-être avant. Et très bonne soirée à tous et toutes.